Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, on va aborder la conclusion du volet démocratie. La composition de vraie démocratie telle qu'on l'a vu à Athènes. Ça commençait avec l'Ecclésia. L'Ecclésia, c'est comme un agora en plein air, avec des gens qui étaient assis pour écouter ce qui se disait. Il y avait à peu près 35 000 à 40 000 citoyens qui assistaient aux décisions. Fait qu'on votait les lois puis le budget de la cité. Cette même assemblée-là contrôlait les magistrats. Un magistrat, il était élu ou tiré au sort, il était composé de 10 stratèges, qui étaient là juste pour un an, irrééligibles. Les magistrats, commandaient les armées. C'était un peu comme notre défense nationale, notre force armée canadienne, si on veut faire le parallèle avec aujourd'hui. Ils veillaient également à l'application des lois. L'Ecclésia aussi a tiré au sort la boulée. La boulée, ça, c'était un conseil de 200 citoyens tirés au sort. La boulée, c'est un peu comme notre fonction publique, ou un quelconque Sénat, là. Ceux qui la composaient, on les appelait les bouleutes, entraient en fonction pour un an, puis préparaient spécialement les séances de l'Ecclésia puis les lois. Eux autres contrôlaient également les magistrats. De l'autre côté, l'Ecclésia avait une autre fonction, c'est-à-dire qu'elle tirait au sort des citoyens pour fermer les lieux. Les lieux, c'était un tribunal de 6 000 citoyens, tiré au sort pour un an. Rendant en priorité la justice. C'est en quelque sorte notre cour supérieure, notre cour d'appel. Donc, l'important à retenir dans cette situation-là, c'est qu'à Athènes, tout était contrôlé ou tiré au sort, puis tout le monde se contrôlait un et l'autre. Fait que ça faisait que ça crée un système où il n'y avait pas de dérive, en fait. Puis ça a marché pendant un très bon bout de temps. Pour expliquer plus en profondeur comment ça marchait une véritable démocratie, il y avait le principe de l'isegoria. L'isegoria, dans le fond, c'est le droit de parole pour tous. Il existait aussi la pédaïa. Ça, c'est l'éducation vue des affaires communes. C'est un peu comme l'apprentissage de la parole par le théâtre, là, comme on devrait s'exprimer devant les gens. L'objectif principal de l'isegoria, dans le fond, c'était pour trouver l'égalité politique réelle, puis comme sous-objectif, pallier à l'amateurisme politique, puis faire la rotation des charges. Les citoyens actifs, ils utilisaient la parrhésia, avec des mandats courts puis non renouvelables. Le début du mandat du candidat, celui-ci se portait volontaire, puis il était soumis à la docimétie. La docimétie, c'était comme une espèce de test pour vérifier si tu étais sain d'esprit, si tu savais au moins lire et écrire, ou des choses dans le genre. Après la docimétie, quand tu venais passer par le processus, là ça intervenait l'ostracisme. L'ostracisme, c'est pour vérifier si ta candidature était jugée inapte. Si tu passais l'ostracisme, là tu commençais ton mandat. Fait que pendant le mandat du candidat, les Italiens, à ce moment-là, étaient capables d'utiliser la révocabilité. C'est comme le nom le dit. On pourrait mettre à la porte le candidat choisi au cours de son mandat. C'est fort. Si par contre le candidat finissait son mandat, il était soumis à la reddition des comptes. Fait que là, soit les Italiens le condamnaient à l'exil, à la mort, ou de dépenser une forte somme d'argent. Ça dépend si il a mal fait sa job. Soit il était récompensé pour les honneurs, puis il était couvert d'or. C'est ça, si le candidat finissait son mandat, il était soit destiné à être puni, soit il était destiné à être récompensé. Les principes fondateurs, à ce moment-là, c'était que la démocratie était défendue par ses propres citoyens. Elle était fondée sur la défiance parce qu'elle est réaliste. Elle comporte sur les contrôles à tous les étages pour imposer sa vertu. Elle recherche et elle concorde par une mise en scène des conflits et des débats publics contradictoires où règne l'égalité politique. Donc, en conclusion, pendant 200 ans de tirage au sort à Athènes, les riches gouvernaient jamais, les pauvres gouvernaient toujours. Pendant 200 ans d'élections, les riches ne gouvernaient toujours, les pauvres gouvernaient jamais. Donc, comment qu'on transpose ça à notre époque? C'est sûr que c'est une entreprise colossale. Puis aussi, il faut vraiment faire attention pour que ce soit pas des gens qui sont au pouvoir qui vont écrire la Constitution, mais le peuple lui-même. Faut que ce soit aussi des gens qui habitent sur la terre québécoise pour une génération. Ça peut être très compliqué, mais en fait, ça peut être très simple aussi. Donc, personnellement, moi, ce que je proposerais,
selon la logique et le gros bon sens, ça serait de faire des assemblées publiques dans tous les quartiers du Québec sur un type de gouvernance particulier. Mettons exemple, pendant qu'il y a des gens à Saint-Jérôme qui débattent en assemblée sur le thème de l'environnement, ben, il y a d'autres personnes qui débattent aussi d'environnement à Lévis. Puis même, à ce même moment-là, on pourrait aborder un sujet différent, mettons à Chicoutimi ou à Val-d'Or sur la gouvernance municipale, mettons. Puis une fois qu'on a accompli ça, tous les écrits d'un même thème de gouvernance seraient alors compilés par des gens également bénévoles, puis éliminer les propositions puis les lignes doublons, qui se répètent. Refaire ensuite le même procédé pour tous les autres thèmes de gouvernance, dans toutes les autres villes du Québec. Puis, par magie, t'as une constitution déjà écrite. T'as juste à compiler tout ça, puis c'est le peuple qui a parlé. Fait qu'il resterait juste à l'entériner par un vote populaire, par le peuple lui-même. Fait que là, dans cette situation-là, c'est difficile d'être contre quelque chose que t'as toi-même écrit, t'sais. Puis évidemment, pendant les assemblées, il y aurait une certaine police intellectuelle ou physique qui doit être mise en place. Une police physique afin de protéger les citoyens pendant les délibérations, c'est pour qu'il y ait du monde émotif puis que il y a deux personnes qui sautent dessus, là. Ou encore du vandalisme de certains groupes dissidents à l'extérieur des assemblées, mettons. Une police intellectuelle aussi, ça devrait être nécessaire dans cette situation-là, pour éviter d'influencer les citoyens selon les valeurs qui leur sont pas propres à eux. Par souci de transparence totale, les bénévoles devront être neutres et impartials avant, durant et pendant les délibérations. Le peuple a toutes les allégeances possibles, mais il ne doit pas être influencé d'une quelconque façon parce que c'est la représentativité du peuple qui est en question. L'âme et l'esprit du peuple qui doit être reflété par sa loi fondamentale. Fait qu'elle doit être le plus authentique possible. L'exclusion d'un groupe de personnes tue l'essence même du groupe constituant. Donc c'est pas une option. Faut penser aussi à protéger la minorité pour éviter qu'on tombe dans la tyrannie de la majorité aussi. Bon, c'est sûr que les délibérations se feraient pas en une journée, mais ça nous laisse la possibilité aussi, justement, de pas faire ça en une journée, de couvrir un plus grand nombre possible pour assurer la participation à la reprise du pouvoir du peuple. Il faut également protéger les documents écrits par les citoyens ayant été concertés, afin de protéger l'Assemblée constituante elle-même de toute influence qui pourrait lui être néfaste. Évidemment, ça, tout ce que je viens de dire, c'est une proposition de fonctionnement. Ça pourrait différencier selon ce que les partisans démocrates voudront bien décider. Je présuppose également que les endroits de délibération seront aussi dans des centres communautaires, mais pourraient être également dans des salles de classe inutilisées, ça pourrait être aussi dans des zones en plein air, etc. Je présuppose aussi que les propositions écrites vont être concertées puis compilées par la suite par une instance supérieure, comme une instance régionale, mais aussi bien nationale. T'sais. Fait qu'en conclusion, il n'y a rien qui est impossible, puis on a le savoir-faire puis le savoir-être pour arriver à écrire puis entériner notre propre loi fondamentale. Les travaux constitués en ligne. L'imprimerie, jadis, ça nous a appris à lire, fait qu'on a pu progresser un pas de géant dans l'apprentissage. On pouvait que lire ce que les autres avaient écrit, c'est-à-dire les élites. Avec Internet, aujourd'hui, le peuple, les gens normaux, accèdent donc à tous les pouvoirs, écrire, donc court-circuiter les élites, l'oligarchie, qui l'utilisait à ses intérêts principalement. Le fait de prôner la vraie démocratie, c'est un virus. C'est un virus qu'il faut répandre, il faut le communiquer. Puis c'est pas avec les médias de masse, malheureusement, que ça va se répandre, ce virus-là. Fait que Internet, là, ça reste un outil privilégié pour répandre ce virus-là. Autant sur YouTube, réseaux sociaux, etc. Donc c'est ça. Merci d'avoir écouté cette vidéo, puis à la prochaine fois, on va entamer, cette fois-ci, le volet historique.